Donc ouais, il y a la rumeur selon laquelle en Bretagne il fait tout le temps moche, il pleut tout le temps. Vous n'avez clairement jamais grandi dans le pays de Langres. Moi, en venant du pays de Langres, je vous dis, ça va. Ça, c'est la carte de 2024. Alors en 2024, il y a beaucoup plu ici. J'ai pas eu de tomates non plus l'année dernière, tout a pourri. Euh, donc en gros, si jamais vous êtes en bas là, donc ça c'est le cumul des précipitations, et ça c'est le nombre de jours de précipitations. Eh bien moi, je vais pas vous dire où je suis. Hein. Euh, Moi, j'ai un faible cumul, mais par contre, j'ai beaucoup de jours de pluie. Je vais vous le dire, hein, dans quelle couleur je suis. Moi, je suis entre celle-là et celle-là. En fait, je suis sur une zone, je suis sur un des traits de couleur. À peu près. Ça dépend si je comprends bien les points. Non, non, je dois être dans celle-là. Donc, moi, j'ai beaucoup de jours de pluie, mais j'ai pas beaucoup de cumul de précipitations. Voilà. Par contre, si jamais vous êtes dans cette zone-là, le gris foncé, bon, globalement, si vous habitez en montagne, il pleut tout le temps. Et il pleut beaucoup. Si vous habitez dans une zone bleu foncé, moi là où j'ai grandi, euh, vous habitez dans une zone où il pleut souvent et il pleut quand même pas mal en termes de quantité. Euh, le pire, c'est quand vous êtes bon bah là en gris clair, là où il pleut jamais. Donc moi, je suis en bleu, ok. Donc en fait, en nombre de jours de pluie, moi ça va en fait, ça va. Il faut bien distinguer. Et donc, oui, me dire, oui, tes plants, ils meurent parce que c'est le climat chez toi. Mais en fait, c'est pas qu'une question de climat, c'est aussi une question qu'il fait en ce moment 5 degrés de moins que les normales de saison. Ça fait plus de 2 semaines que ça dure. Mes plants de tomates, franchement, c'était végétatif parce qu'il a quand même fait froid assez tardivement jusqu'au mois de mai. Puis, canicule au mois de juin. Alors, ils sont en mode, donc ça végète, ça crève à moitié. Puis après, 3 semaines de pluie, de temps du mois de novembre. Genre température du mois de novembre, climat du mois de novembre. Pendant 3 semaines, bah là c'est le mildiou. Donc moi mes plans ils sont passés de on crame à on pourrit. Et là ils vont repasser au stade où ils vont vraiment recramer un coup, histoire de vraiment être bien fini. Et là le climat leur a dit, vous cette année, ça va être dur. Donc ça fait chier, c'est compliqué. Le jardin m'apprend à quel point la météo, à la fois on n'a pas beaucoup d'impact dessus et en même temps à quel point, bon, sans dire que c'est le réchauffement climatique, parce que euh, même pré-réchauffement climatique, depuis le début des relevés de météo, on en a déjà parlé plein de fois ici, il y a des écarts de normale de saison, ce qui fait qu'une normale de saison est une normale de saison, c'est une moyenne. Pour autant, là, on passe d'extrême à un autre de manière assez rapide. Et donc, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant pour beaucoup d'aspects de la vie. C'est chiant aussi pour le travail. Tu sais jamais si... bon, là, nous, on n'a pas de tournage en extérieur. J'en ai pas trop fait. Mais globalement, tu veux tourner au mois de juillet parce que souvent, pendant les jours où il fait beau, t'essayes de tourner dehors parce que t'as beaucoup plus de jours de luminosité. Donc, les mois de juin, mois de juillet sont des mois où on tourne beaucoup. Mai et août aussi, éventuellement. Bah là, au mois de juillet, pour tourner, c'est pas possible. Alors certes, la luminosité, elle est importante en Bretagne, et en plus, ça dure longtemps. Euh, Pour autant, là, tu te retrouves dans un moment où tu peux juste pas tourner. Moi, j'ai des potes, ils bossent dans le BTP. Passer de canicule, quand tu coules des dalles, par exemple, tu fais du béton. Passer de canicule à des temps où il fait que de flotter, c'est chiant quand tu coules des dalles, par exemple, en extérieur. C'est très chiant. Dans un cas, l'eau s'évapore trop vite, dans l'autre cas, l'eau, elle stagne trop. Donc ça suppose des adaptations, etc. Donc en fait, il y a pas mal de choses, pas mal de trucs qui vous impactent au quotidien, de juste, il pleut, et il fait froid dans une période où il est censé faire chaud, et vice-versa, en termes de... Socialement, ça change des choses, en fait. Socialement, ça change des choses. C'est très chiant.
Ce qui est d'ailleurs sur le site de Météo France, vous pouvez d'ailleurs suivre les relevés. Hein. Les relevés de météo. Il faut savoir qu'au mois de juillet, on est monté à 34 degrés. Hein. Donc ça, je prends la station de Saint-Jacques. Hein. On est monté à 34 degrés. Là, en ce moment, les maximales sont autour de 22, 23. Les maximales, hein, sur le département. On est en température moyenne. Hein. Donc bon. Après, je pense que avec la canicule, on va maintenir une moyenne mensuelle assez haute. Parce que la canicule, elle a vraiment tout baisé. Hein. En termes, si on calcule en termes de moyenne, ça baisse tout, en termes de chiffres. Mais là, ouais, bon. Bon, après, on est loin des 11 degrés de 1954. Moyenne mensuelle en 1954, 11 degrés, hein, mois de juillet. Vraiment, vraiment de la merde. Mais ouais, il pleut à fond. Là, on a quasiment eu 60 mm de pluie ce mois-ci, alors que la moyenne mensuelle de normale de saison, elle est autour de 44. Voilà, bon. Putain, je me suis piqué dans les ronces et dans les orties, ça nique sa mère. Hein. Je l'ai fait d'ailleurs de manière vraiment gaiement. Vraiment, je vois un plan. Vous savez, dans mon jardin, j'ai plein de ronces qui sortent partout. Donc quand elles sont jeunes, on peut les arracher à la main. Et d'ailleurs, c'est bien, la tige est un peu tendre, donc du coup, on peut arracher la racine avec. Donc tu la prends, tu la pinces, tu tires. Bah, j'ai appris à cette occasion-là que les ronces qui commencent à pousser ressemblent affreusement aux orties qui commencent à pousser, parce que c'était des orties. Alors, en plus, quand vous écrasez avec le bout des doigts, ça pique fort et ça pique longtemps. Et du coup, les orties, ça pique dès que c'est très jeune. Hein. Ça pique... Il n'y a pas d'âge pour que ça commence à piquer les orties. C'est vraiment... vraiment de la merde. Il paraît que c'est bon pour la strangulation, là. La circulation sanguine. Ah, il paraît. Pareil, ouais, j'ai cru entendre. Salam, salam. Voilà. Voilà, voilà. Et je me rends compte à quel point l'agriculture, c'est dur, hein, c'est sûr. Hein. Et encore, je suis pas agriculteur. Après, si j'étais agriculteur, j'aurais des produits de traitement qui ne seraient absolument pas les mêmes. Hein. Je serais pas en mode conservation des sols. Clairement, la plupart des agriculteurs du secteur, c'est pas l'ambiance. Hein. Loi du plomb et tout, ouais, c'est un sujet interdit. Hein. Clairement. Non, mais pas interdit dans le chat, je veux dire interdit, genre j'en parle pas avec mes voisins par exemple. Je parle pas de loi du plomb avec les voisins. Je vous le dis. Euh,
En fait, du coup, je reviens sur la loi du plomb. Et c'est un argument qu'on voit beaucoup passer sur RMC, j'ai vu sur CNews, que j'ai même vu dans la bouche de ministres. Il y a, justement, tu dis faisons fi de la science, mais en fait non. En fait, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'ils ont réussi à l'imposer, en tout cas auprès d'une partie de leurs auditeurs et auprès d'une partie de leurs sympathisants. Ils ont réussi à imposer l'idée selon laquelle la loi du plomb est une loi scientifique. C'est une loi qui précisément respecte la science, est en conformité avec elle, et il y a consensus sur le fait que c'est la meilleure alternative possible à quoi que ce soit. Évidemment, c'est en fait, ils jouent sur un trompe-l'œil. Ils se disent que, en fait, oui, mais scientifiquement, le produit n'est plus détectable au bout de 8 jours. Donc, c'est indolore pour qui que ce soit, notamment pour la consommation humaine. Alors, quand vous mangez la betterave ou vous mangez le kiwi, il n'y a plus de produit, on ne le détecte plus. Et en fait, ils ciblent un point extrêmement précis comme angle pour ne pas voir le reste, évidemment, notamment sur la question des abeilles, ou la question des insectes de manière générale, la question de la biodiversité, la question de la faune, de la flore, la question de la volatilité, etc., etc. Donc, ils considèrent qu'il y a le consensus scientifique et de leur côté. Alors, les médecins, l'ordre des médecins a dit qu'ils prenaient position contre la loi du plomb, mais à côté, vous avez ça c'est terrible. Vous avez dans Le Point une tribune qui s'appelle « Cancérologue, nous ne signerons pas les pétitions contre du plomb et l'interdiction de l'acétamipride ». Donc c'est dans une tribune, dans une lettre au Conseil constitutionnel, 2 cancérologues dénoncent un débat déconnecté de la science. Ils appellent à la raison et à la lucidité. Et l'intégralité de cette tribune est un millefeuille argumentatif bourré de sophismes. C'est que des sophismes. C'est homme de paille, comment dire, la pente glissante, vous avez tout. Vous avez le full inclusive. En fait, ils n'attaquent pas vraiment les vrais arguments, mais ils attaquent les arguments. Enfin, ils ont vraiment beaucoup d'hommes de paille, des arguments qui n'existent pas vraiment et qui ne sont défendus par personne. Et ils considèrent surtout, en gros, ils font des associations aussi par déshonneur, vous savez, avec les antivax. Donc les gens qui seraient contre la loi du plomb utiliseraient les mêmes logiques que les antivax, et donc ce serait des négationnistes de la science, ce seraient des obscurantistes, et ce seraient des gens qui seraient opposés au progrès. Et donc ils parlent littéralement de dérive. Voilà, les cancérologues là parlent de dérive, une dérive contre-productive qui génère de l'anxiété, de la défiance et qui désensibilise le public, c'est ce qu'ils écrivent dans leur tribune. À force de tout qualifier de cancérogène, plus personne n'écoute quand le danger est réel, disent-ils. Alors qu'il y a un consensus sur le fait que la substance est mutagène. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Et donc, les cancérologues aussi considèrent dans cette tribune que les débats actuels, et notamment les opposants de la loi du plomb, confondent la science et la croyance. Eux, ils sont dans la science. Ceux qui sont contre la loi du plomb sont dans la croyance. Et que ça nous détourne des vraies priorités. Alors, bon, est-ce que ce sont vraiment les cancérologues puisqu'en réalité, c'est une tribune à la base portée par 2 cancérologues, dont un qui est professeur émérite. Professeur émérite, ça veut dire qu'il n'est plus professeur. Hein, si jamais vous n'avez pas comment dire, le lexique universitaire, moi je vous le donne.
Et du coup, Jérôme Barrière, qui est un oncologue de la Société française du cancer, je ne sais pas ce que pensent les autres cancérologues de cette histoire. En tout cas, c'est pas ce que pense l'ordre des médecins, visiblement. Donc ouais, on peut... voilà. Et d'ailleurs, ils accusent les opposants à la loi Duplon de n'avoir aucune argumentation scientifique et qu'ils simplifient un débat trop complexe. Il y a des scientifiques qui se sont emparés de la question et qui sont dans les anti-lois Duplon. Enfin, au bout d'un moment, me paraît-il, mais bon. Tu pourrais faire des vidéos en collab avec Zawa sur le sujet, pourquoi faire? Ils sont agriculteurs. Pourquoi est-ce qu'il serait pertinent de les faire venir? Je vois pas. J'ai quoi l'idée? C'est la même recette que pour la réforme des retraites. C'est nécessaire, on n'est pas dans l'émotion. Oui, bah voilà, il y a un peu cette idée. Donc cette tribune qui est dans Le Point et se retrouve partout. Je l'ai vu partagé partout, je l'ai vu notamment sur Reddit. Bon. Non, non, il cite rien du tout. Il cite rien. Je vous dis, il s'attaque à globalement à une position caricaturale en face. En fait, ils prennent la position d'en face, ils la caricaturent, ils s'attaquent à la caricature. En gros, les cancérologues vraiment se focalisent sur le fait que aucune preuve n'indiquerait que l'acétamipride dans des résidus alimentaires pourrait induire le cancer ou nuire à la santé de qui que ce soit. Mais encore une fois, dans la loi Duplon, il y a une donnée aussi importante qui est que il n'y a pas que l'être humain en fait qui est concerné par aussi le mode de consommation. Il y a la faune, il y a la flore aussi locale, la biodiversité. C'est aussi quelque chose d'absolument important. D'ailleurs, ces cancérologues dénoncent le fait que la Ligue contre le cancer se soit associée aux pétitions de la loi Duplon. Selon eux, il n'y a aucune étude qui permette d'affirmer que ça augmenterait le nombre de cancers ou quoi que ce soit. Et dans cette tribune aussi, ils font un peu vous savez, le faux dilemme, en expliquant que, oui, mais du coup, en parlant de la loi Duplon, on parle pas de tabac, on parle pas d'alcool, qui ça est une vraie cause de cancer. Donc ouais, la loi Duplon, bah ouais, donc moi j'en parle pas ici. Bah ici, je connais des gens qui bossent dans l'agriculture. J'en parlais encore hier avec une pote qui est ouvrière agricole. Je dis alors, ton patron, il pense quoi de la loi Duplon? On m'a dit, on pense qu'on n'en parle pas. On en discutait parce qu'il me disait, vous savez, aujourd'hui c'est prouvé genre que avoir du bocage induit un meilleur rendement sur les cultures, plus de biodiversité, de meilleurs rendements, un microclimat local sur la parcelle qui est plus favorable que le climat général dans lequel s'inscrit la parcelle, etc., etc. Le bocage a des impacts très positifs sur les cultures. Mais ce que tu plantes sous le bocage immédiatement, sous l'ombre du bocage, c'est-à-dire en gros les 5 mètres entre le bordure de ta parcelle et ton champ, les 5 mètres de bordure, ces 5 mètres-là vont avoir un rendement beaucoup plus faible que si tu prends le milieu du champ. Et il me disait, bah c'est simple, moi, mon patron, il voit que ces 5 mètres-là. Il voit que ces 5 mètres-là, s'il y a des arbres à côté, ça fait de l'ombre, donc du coup ça pousse moins.
Et lui, c'est ces 5 mètres-là qui l'obsèdent. Le fait d'avoir un meilleur rendement sur l'intégralité du champ, c'est même pas un calcul qu'il veut faire. Il est même pas prêt à l'entendre. Il s'en bat les couilles. Pour lui, c'est... Je crois ce que je vois que quand ça pousse sous l'ombre, ça pousse moins, il faut retirer l'ombre, il faut retirer les arbres. À partir de là, c'est compliqué, quoi. c'est compliqué. À un moment, je sais qu'il a été question, dans cette exploitation, de planter des arbres en milieu de parcelles, notamment les parcelles de pâturage, pour les vaches. Pour donner de l'ombre aux vaches. Et il disait, oui, mais si je plante des arbres, je fais de l'ombre. Si je fais de l'ombre, l'herbe, elle pousse moins. Donc, je fais moins de foin. Donc, je vais pas mettre d'arbres. Par contre, le fait que les vaches, elles crament dehors quand elles ont pas d'ombre et qu'ils soient obligés de les rentrer en stabulation et que du coup, il est obligé de les nourrir au fourrage, au foin, plutôt que les laisser pâturer, du coup, ce qui induit un surcoût et une surutilisation du foin, ça, il le calcule pas. Donc, c'est compliqué, quoi. À partir de là, c'est compliqué, quoi. Les arbres, c'est chiant à tondre au tracteur. Ah bah oui, c'est sûr. Mais vous savez, je regardais... Vous savez, j'adore les cartes IGN. Et je vais vous... C'est quand on va aller sur le site IGN. J'adore les cartes IGN, je trouve ça trop cool. Il va me relancer sa vidéo. IGN, carte. Il y a un truc qui m'a saisi. Moi, j'adore... Vous savez, je passe du temps sur l'IGN. Hop, attendez. Recherche un lieu. C'est quoi, je vais regarder. Je sais pas, une commune du pays de Fougères, random. Villamé. Comme ça, c'est pas chez moi. Et comme ça. Or, Villamé, dont j'apprends le code postal. Visiblement 35420. Bah, regardez. Moi, je trouve ça saisissant. Donc, à gauche, c'est aujourd'hui. Voilà, on a quand même un peu de bocage, hein, parce qu'on est quand même en Bretagne. Et ça, à droite, c'était avant. La taille des parcelles était beaucoup plus petite. Là, vous avez vu la taille des parcelles. Avant, c'était beaucoup plus petit. Et dans chaque parcelle, il y avait des arbres. Il y avait des arbres dans toutes les parcelles. Et en fait, on a arraché du bocage pour regrouper les parcelles, faire de plus grosses parcelles. Et on a surtout retiré tous les arbres. Et là, je sais même pas où je suis. Hein, je suis dans un endroit un peu random. Ah, c'est l'ancienne voie de chemin de fer, ça, d'ailleurs. Qui avant, d'ailleurs, n'avait pas d'arbres autour. Et donc, c'est super saisissant de voir ça, de voir ce truc. Et donc, avant, le paysage vu du ciel, il ressemblait à ça. Bon, il y a eu la guerre entre-temps. Enfin, là, on est en 1950, donc même pas. La forêt de Fougères. La forêt de Fougères, c'est la même, hein. D'ailleurs, ça me fait rire. On a plus de bocage. Hein. Voilà, on avait du bocage partout, quoi. Avec des arbres au milieu des parcelles. C'est incroyable, cette carte. Je passe mon temps sur ce site que je trouve incroyable. Vous avez vu la taille de Rennes avant? Avant, Rennes, c'était ça. En 1950. Hein. Enfin, jusqu'en 1965. Et maintenant, c'est gigantesque. Donc moi, ça me fascine un peu. Hein. Ça me fascine. Et encore, ça va, c'est la Bretagne, quoi. Si je vais en Haute-Marne. Donc là, il y a Paris. Déjà, Paris, à mon avis, ça va être un délire. Ouais, on voit rien. Langres. Si je cherche Langres, le plus simple. Là, il y a la Loire. Il doit y avoir Dijon. On doit être par là. On doit être par là. Là, il y a la Marne, je pense.
Est-ce que j'arrive à trouver comme ça? Euh, ça doit être le lac de l'Orient, là. De la forêt d'Orient, là, je sais plus quoi, là. C'est là. Les 4 lacs. On les reconnaît bien. Ça, c'est le village où j'ai... C'est Chat-André, ça. Bon, tu me diras, il n'y a pas trop de bocage, Chat-André. C'était pas l'ambiance. Il y a même plus de forêts. Il y a même plus de forêts. Bon, après, il y a tellement de zones qui ont été dépeuplées. Genre là, c'était du bocage, des champs et tout. Maintenant, c'est de la forêt. Bon, ça, après, nous, la forêt ici, on sait qu'elle a pris du terrain. Le village était beaucoup plus petit avant. Donc, bon, ici, en Haute-Marne, ça marche moins. Mais oui, je sais qu'ils veulent passer avec les machines sans se faire chier. Je sais tout ça. Mais bon, c'est un peu désespérant. Les machines sont de plus en plus énormes. Bah, je sais, j'en croise régulièrement sur la route et souvent, ça prend les deux côtés de la route. Ça, c'est sûr. Après, on a beaucoup d'arbres en France. On a plutôt de bonnes forêts, de grandes forêts. Ça, c'est plutôt cool. Après, on va pas se mentir, la campagne, elle a été façonnée. Enfin, le simple fait qu'on ait des paysages bocagés, tout ça, c'est une fabrication humaine. Hein. C'est une aménagement, un aménagement du paysage par l'homme, pour l'homme. Ah, il est incroyable ce site. Attendez, je vous demande 2 secondes. J'arrive dans 2 secondes. Je vous remets en attente. Oh, je vous mets même pas en attente. Je mets la musique à fond. J'arrive. Faut que je check un truc. Attendez.
C'est bon, j'ai réglé ce que j'avais à régler. J'espère que vous vous êtes bien amusés sans moi. J'espère que ça va la vie. Bon, la loi du plan, c'est fait. C'est quoi le sujet ensuite? Les vieux, on les a fait il y a 2 jours. En compteur, je vous en parle tous les jours, donc je peux absolument tout à fait vous en reparler. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Les municipales, c'est un peu tôt. Quoi, Barnier? Oh, c'est un peu tôt. Vous savez, l'été, il se passe rien de politique, il se passe que le Tour de France. C'est comme ça, l'été en France, c'est le Tour de France. 2-3 annonces par-ci par-là, 2-3 manifs par-ci par-là. Emma Rousseau qui crie Free Palestine dans ses geôles à Gaza avec le sang des menstruations. Oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Emma Fourreau, pas Emma Rousseau, Emma Fourreau, qui est une députée LFI du Parlement européen, que je suis sur Instagram et que j'aime plutôt bien. Voilà. J'ai vu ça dans. J'ai vu ça sur Reddit. L'eau contaminée, oui, avec la carte. J'ai regardé la carte. Chez moi, c'est ok. Chez moi, c'est ok. Les bouchons? Ah bah ça, les bouchons. Ça. Hein? Putain de bouchons, hein. Voilà. Hakimi, joueur de foot. Procès pour viol, peut-être. Toujours intendant. Le petit train, l'accident de petit train. En Corse. Sombre histoire, ça. Les États-Unis qui veulent détruire les stocks de contraceptifs féminins stockés en Europe. Contraceptifs féminins stockés en Europe, et Macron, il a dit bah nous, on n'a pas le pouvoir de l'en empêcher. Ah bon? Les contrôles, ah oui, les DPE. Le DPE, c'est en train d'évoluer. Si jamais vous faites trop de diagnostics, parce qu'il y a des fraudes au DPE, l'État a trouvé un moyen incroyable pour empêcher la fraude au DPE, c'est de sanctionner les professionnels qui font plus de 1000 contrôles par an. C'est facile, ils auront qu'à créer 2 sociétés. Ou alors à en faire 999 pour rester sous le radar, quoi. C'est. Voilà. Ça, je ne comprends pas. Bon. Moi, le DPE, ça me fascine. En ce moment, j'ai des potes qui veulent acheter une maison. Il y a un bâtiment, c'était écrit classé F. Et après, c'était écrit entre parenthèses, mais note climatique B égale, entre parenthèses, c'était écrit nouveau classement DPE. J'étais en mode, putain, ils transforment du E ou du F en B. C'est magique, quand même. Incroyable. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme nouvelle? Ah, il y avait un dossier dans Le Monde qui était intéressant. Je l'ai sous les yeux. Moi, je retiens cette information. Chez les 18-24 ans, 46% des gens ont déjà envisagé d'envoyer une photo de leurs pieds contre rémunération. Voilà. Pas mal, hein. Il y a un marché, hein. Je pense que c'est beaucoup de travail et pour pas beaucoup de rémunération. 46% des moins de 24 ans. Fake news, il n'y a pas autant de beaux pieds. On n'a pas dit que c'était des gens qui avaient des beaux pieds, on a dit que c'était des gens qui voulaient les vendre. Vous savez, il y a plein de gens qui se trouvent beaux et qui ne le sont pas. Hein. Il y a plein de gens, vous savez, typiquement, qui se disent oh bah,
Moi aussi, je peux me foutre à poil sur Internet et bien gagner ma vie, hein. Bah non. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde n'a pas un corps qui correspond à la bonne niche. Donc tu peux vendre, hein, mais qui achètera? C'est déjà le grand drame de beaucoup de gens. Parce qu'en fait, c'est un peu le même discours au fond de... Bah moi aussi, je peux me lancer sur Twitch et raconter ma vie tous les jours et gagner de l'argent et devenir riche. Bah écoutez, moi je raconte ma vie sur Twitch, ça me rend pas riche. Hein. Twitch, c'est 200 balles par mois. Hein. Dans mon cas, on est assez limité en termes de... en termes d'opportunités économiques et pourtant, je suis pas le plus à plaindre. Donc, je parle juste de l'activité Twitch. Hein. Après, c'est compliqué parce que moi, c'est dilué avec YouTube, donc il y a des gens qui contribuent pour l'un et qui pour alimenter l'autre, etc. Mais t'as jamais essayé de vendre tes pieds. Je ne le ferai pas. Moi, même si on me paye, je vends pas mes pieds. Moi, c'est l'inverse. Payez-moi pour pas que je le fasse. C'était il y a 5 ans déjà, Beyrouth. Je peux pas, je préfère vendre mes aisselles. Je m'en fous les aisselles. Bon, ça a marché aussi. Hein. Il y a plein d'autres marchés. Les gens focalisent trop sur les pieds. Les pieds, c'est à la fois la niche qui est un peu drôle et dont les gens adorent se moquer. Et en même temps, c'est la plus mainstream des niches dans ce secteur-là. Je pense. Hein. C'est beaucoup plus mainstream que beaucoup de choses que j'ai pu voir ou que j'ai pu rencontrer dans le milieu libertin. Je vais pas vous mentir. Il y a plus restreint comme public. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai vu l'abattoir de Porto Vecchio, L214, avec la complicité des services de l'État apparemment et des services vétérinaires. Je pense que les pieds est un marché surestimé, d'ailleurs l'étude ne porte que sur le nombre de vendeurs et non d'acquéreurs. Ah mais évidemment. Je vais pas vous mentir que... je pense que quand les gens achètent des photos de pieds, ils achètent pas des photos de pieds. Ils achètent un lien parasocial avec la personne qui a les pieds en question. Ils achètent quelqu'un qui est prêt à faire la mise en scène que eux ils veulent voir. Se dire que quelqu'un l'a fait pour eux. Je pense que, honnêtement, c'est un grand ressort parce que si tu veux juste des pieds de manière brute, ce n'est pas une partie. Enfin, les gens marchent littéralement avec des chaussures ouvertes dehors en plein été dans la rue, donc ou à la plage, ou à la piscine municipale, ou j'en sais rien. Donc, je pense que c'est pas juste voir des pieds. Il y a plein de moyens d'en voir sans payer. Je pense que quand les gens achètent des photos de pieds, ils achètent plus que ça. Ils achètent un lien, ils achètent quelque chose, ils achètent une interaction. Et c'est ça qui fait la plus-value, je pense. Donc si c'est juste des pieds, je pense pas que vous irez loin en termes de business. Il faut être un peu plus investi, j'imagine. J'ai une pote qui a fait ça, moi. J'ai une pote qui a fait ça. C'est du travail. Ça paraît pas, mais c'est du travail. Je pense que c'est facile de gagner 100 balles, c'est difficile de gagner 1000 balles par mois. Et encore. Mais oui, je pense que c'est un marché surestimé, parce que c'est le seul marché que les gens connaissent. Donc les gens se disent, bah, j'ai qu'à vendre mes pieds, parce que c'est devenu un running gag. Et parce que Lily Allen avait dit qu'elle gagnait plus de thunes en vendant ses pieds sur OnlyFans qu'en vendant ses musiques sur Spotify. Je pense que ça suscite des vocations, des curiosités. Mais en vrai, lancez-vous dans une autre niche. Hein. Je pense que dans la niche des... je sais pas... qu'est-ce qu'il y a comme niche? Il y en a plein. Il y a de tout. En vrai. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans le vomi, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont fétichistes du vomi et ils veulent des couleurs. Je suis sûr qu'ils te demandent de manger des haribots bleus ou des haribots rouges pour que tu vomisses bleu ou que tu vomisses rouge. Je suis sûr que ça existe. Je pense que c'est un marché moins concurrentiel.
Et c'est vrai qu'il y a moins de public aussi. Mais en vrai, je ne pense pas que de toute façon, les logiques de production de contenu sur OnlyFans soient radicalement différentes des logiques de production de contenu sur Twitch ou sur YouTube. Oui, si tu cibles un public plus restreint, tu fais moins de pognon, mais en même temps, comme t'es la seule, potentiellement, tu peux avoir le monopole sur cette niche, etc., etc. Donc, il y a... Alors que si tu fais du mainstream, tu draines large, mais en même temps, t'as une concurrence qui est beaucoup plus importante. Je sais pas. Ah, j'ai vu que l'État aussi s'inquiétait de l'explosion du nombre d'écoles privées dans l'enseignement supérieur. Et ils veulent mettre des contrôles. Alors, des contrôles. Pas de gros contrôles, hein. Ils veulent globalement avoir. Enfin, que ça passe par Parcoursup. C'est censé mettre une fin aux dérives des frais de réservation non remboursables, les classes bondées, les heures de cours, je sais pas quoi, le rendement au détriment de la qualité, donc plutôt qu'encadrer le privé, ils vont encadrer l'accès au privé, ce qui est. Voilà. Je reviens, j'ai très envie de pisser. Et là, je me retiens depuis un quart d'heure et je peux plus.
J'ai mangé trop de salade. Quel enfer. C'est quoi ce stream où... Oui, je sais que les gens voient souvent mon cul. Et pourtant, elle est gratuite. Hein. Je la vends pas. Je devrais. C'est quoi ce stream où le streamer se barre toutes les 2 secondes, là? Quel enfer. Ah ouais, j'ai vu que Sanofi allait recevoir 140 millions d'aides publiques aussi. Moi, je veux juste 1 million. Voilà, donnez-moi juste 1 million d'aides. Et je suis content. Je suis d'intérêt public. Aidez-moi. Merci Dariel Gougou et merci Calcifer pour le sub. T'as utilisé l'outil pour construire des langues? Ça fait partie des séries de vidéos que je voulais tourner là. Mais j'ai pas le temps, parce que je suis en montage pour la vidéo qui doit sortir mi-septembre pour vous et tout début septembre, enfin toute fin août et tout début septembre pour ceux qui seront en compteur. Qui est une vidéo qui me demande une quantité de travail folle. Je sais à peu près 12 heures par jour. Voilà, de 22 heures à minuit, de 22 heures à 6 heures tous les jours, plus 2 heures par-ci, 2 heures par-là en journée, quand j'ai le temps. Là, aujourd'hui, c'est vrai que les 2 heures en question, je les ai pas mises là-dedans, je les ai mises dans d'autres choses. Je les ai mis dans du social et dans du relationnel, de travail, voilà. Mais bon, voilà, quand même. Et donc, ouais. Donc, voilà, mais c'est prévu, et c'est prévu de vous exposer dans cette série de vidéos tous les outils dont, en fait, je n'ai même pas forcément tous le nom pour tous, mais ça me permettra, dans cette série de vidéos, de vous faire très précisément la liste de tout ce que vous pourriez utiliser. En fait, j'ai déjà noté quelque part, comme ça je vous explique les différentes voies, parce qu'en fait, en maintenant quasiment 20 ans, j'ai utilisé beaucoup d'outils différents. Certains me plaisent plus que d'autres. Certains ont des faiblesses, d'autres moins. Voilà, donc je ferai un état des lieux. À savoir que j'en utilise pas tant. Voilà. Tu dors combien d'heures par jour, nuit? 7 heures. À peu près. Voilà, c'était un peu compliqué parce que je me suis beaucoup réveillé. En fait, je me suis levé à 15 heures. Parce que je me suis couché à 7 heures, mais je me suis levé à 15 heures. Et je me suis réveillé plusieurs fois entre temps. J'ai été malade ce matin. Donc bon. Donc voilà, il y a une échelle de vidéos de comment dire, de priorité, on va dire. Sachant qu'à un moment, il faut que je me dégage 1 mois pour pouvoir écrire mon livre. Voilà, en 1 mois, je pense que je peux écrire ce qui manque. Mais bon. Donc bon,
Après, j'ai pas compris ta question là. C'est quoi tes préf? De quoi de logiciel? Bah, je sais pas, ça dépend. En fait, ça me dépend même des projets. Ça dépend même des langues. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Non, bah, ouais, ça dépend des projets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelle dans le monde? On va aller voir sur 20 minutes. 20 minutes qui est vraiment pour moi le journal que tu lis quand tu prends le métro. C'est vraiment le journal de t'habites en ville. Ah, merci de le dire pour la musique. Moi, ouais, c'est vraiment le stream chez moi, ça marche toujours. Oui, on est sur une journée tranquille, hein. On est sur une journée de rien n'est prêt. Hein. Je regarde sur 20 minutes, il n'y a pas grand chose. Hein. Mm. Ouais, le pape commence à exister. La France qui a largué 3 miettes à Gaza, histoire de dire. Ouais, Léon machin, oh, ouais, je sais pas, faut voir. Hein. Après, je m'en bats un peu les couilles du pape, mais oui. Ce sera moins populaire, j'imagine. Après, c'est peut-être un sur deux. Hein. Jean-Paul II était très populaire, Ratzinger beaucoup moins. Pape François, banger. Le pape pas François, ben, moins banger. En même temps, le être pape, c'est pas. Ouais. À Singapour, une école apprend aux jeunes à interagir socialement. Alors que l'isolement et l'anxiété progressent en France, pourrait-on s'en inspirer? C'est beau le capitalisme. Vraiment. Pourquoi ne trouve-t-on plus de cendriers dans les voitures? Je me suis posé la question il y a quelques jours. Les possibilités de promotion sont maigres quand t'es pape. Oui, bah, tu sais, après, pareil, quand t'étais Genghis Khan, les possibilités de promotion étaient maigres. Mais bon, tu joues en God mode tous les jours. Le matin, t'as pas envie d'aller bosser, tu bosses pas, quoi. La photo d'un élu belge avec un drapeau nazi provoque un tollé en Belgique. Ah, merci Jean-Marc pour le type de 5 €, merci. Euh... Oui, légitime. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un meurtre en Côte d'Or sur le parking de l'entreprise de BTP. Mais d'ailleurs, je crois que c'est pas à côté de Dijon. Je sais plus où c'est exactement, c'est où? À Bressay-sur-Tille. Oh oui, non, ça doit être à côté. Ouais, il se passe pas des trucs de ouf. Hein. Enfin, il se passe pas des trucs de ouf. Les journalistes sont en vacances. Donc bon.
L'Australie qui va interdire YouTube aux moins de 16 ans. Oui, j'ai vu aussi la Finlande qui va interdire le téléphone à l'école. Ouais. Renaissance va encore changer de nom. Mais j'ai vu la justification, elle est folle. C'est Gabriel Attal qui a dit « Les gens nous confondent avec Reconquête et pensent qu'on a les idées d'Éric Zemmour. » Et genre, nous, par exemple, à gauche, on confond pas les libertaires et les libertariens, par exemple. On arrive à faire la différence. On confond pas ensemble, anciennement Clémentine Autain, de ensemble macroniste. Mais ouais, ils changent de nom tous les 3 ans. Ouais, je confonds tout ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui confondent. De ouf. Après, quand il y a 2 trucs qui s'appellent ensemble, faut préciser quoi. Après, avec Génération, bah, pour le coup, c'est quand même très proche et l'un va probablement fonder dans l'autre. Mais bon, ils vont. Après, je suis pas sûr que t'es plus identifiable quand tu changes de nom tous les 3 ans. Ah oui, Salvador. Alors vous savez, le Salvador est un pays adoré, surkiffé par les libertariens. Le Salvador qui a quand même comme particularité d'avoir comme président un Palestinien. Enfin, son père est palestinien. Donc c'est Nayib Bukele. Qui s'est autoproclamé dictateur cool. A décidé de pouvoir se représenter indéfiniment. Voilà. Ils ont adopté une réforme constitutionnelle abolissant la limite de mandat. Elle prévoit aussi l'abolition du second tour de scrutin et un allongement du mandat présidentiel. Donc, bon. Il avait déjà été réélu en juin 2024 avec 85% des voix, après avoir été autorisé à briguer un second mandat, ce qui était en principe interdit par la Constitution. Bon, ils sont déjà plus trop à ça près. Hein. Apparemment, il a fait emprisonner 87 000 personnes accusées d'appartenir à des gangs, dont plusieurs, a priori milliers, en fait, sont absolument innocentes. Des gens qui finissent par décéder en prison. C'est incroyable son régime. Hein. Topcom sur 20minutes.fr, l'éternel dilemme entre la liberté et la sécurité. Sans hésiter, quand je vois ce que devient mon pays, je vote sécurité. Vive la dictature. Ouais, l'opposition n'existe plus là-bas, donc bon. Je croyais que les libertariens étaient anti-autoritaires. Ah non, non. Ils
Ils sont anti-autoritaires sur beaucoup de choses qui les arrangent, ils sont très autoritaires sur tout ce qui ne les arrange pas. T'inquiète. Ouais, enfin bon, quand tu veux régler le problème des gangs dans ton pays, t'es pas obligé d'interdire l'opposition et de te représenter à vie, quoi. Ça va pas forcément avec. Les libertariens ont besoin d'autorité pour protéger la propriété privée. Très juste. Bonsoir. Mais d'ailleurs, j'ai vu que Zelensky aussi avait modifié. Je sais pas s'il a modifié la constitution, mais Zelensky en Ukraine là, il avait fait quoi? Il avait suspendu les instances anticorruption, un bail du genre. Je suis en train de regarder. Attendez. Euh... Bonjour. Ouais, ils sont revenus en arrière, ouais. Il a suspendu deux instances anticorruption. Ouais, parce que selon Zelensky, les structures concernées étaient inefficaces et sous influence russe. Et l'UE lui a dit ouais, mon pote, fais pas ça. Et du coup, il a dit d'accord. Eh ben, quelle histoire. Mais oui, il y a une dérive autoritaire dans le monde, hein, ça c'est évident. C'est évident. Ouais. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, là, pour revenir au sujet de base, on en pense quoi? Elle est cool. Bon, je prends ça. Je vais l'écouter ce soir en dormant. Mais endors-toi sur la chaîne. Hein. Tu mets la playlist de la chaîne et t'écoutes la chaîne en boucle toute la nuit, en ne skippant aucune des publicités. C'est très important. Pam, parapapam. C'est comme ça que les chaînes de VOD elles fonctionnent hein, sur YouTube. Hein. J'ai YouTube Premium. Peu importe, ça marche aussi. On est payé quand les gens ont YouTube Premium. Pas beaucoup, hein, mais bon.
La vidéo fait un ok démarrage. Pas fou. Ok. Ah, bravo. Pareil que YouTube Premium paye mieux que YouTube avec la publicité. Ça dépend de votre consommation de YouTube, mais globalement, oui, c'est possible. Je vais la faire tourner en boucle toute la soirée et l'écouter demain. Après, bon. Hein? Rester, comment dire, raisonnable. Je doute que YouTube comptabilise 100 visionnages sur le même IP. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche. C'est un peu mystique, hein, les comptages de vues. Je me souviens d'un infirmier en stage qui mettait sa vidéo de TikTok en boucle dans le vestiaire alors qu'il prenait sa douche à côté pour faire des vues, c'était un malaise. Moi, ça m'arrive des fois de slack sur une vidéo, genre de la laisser en boucle tourner. Et après, mon algo, il me propose que des trucs en rapport avec cette putain de vidéo. Alors que je m'en bats les couilles. C'est un peu l'enfer. Bah après, vous savez, YouTube fait peut-être payer des influenceurs, enfin des influenceurs, des annonceurs, pardon, euh, des montants qui correspondent pas à des vraies vues, des vraies personnes actives. Peut-être ça arrive hein, marginalement, mais en fait à la télé, par exemple, c'est la norme. Quand les gens sont, il y a de la pub, souvent ils restent pas devant leur télé à regarder. Soit ils sortent leur téléphone, soit ils vont chier un coup, soit ils vont chercher une glace en congèle. Enfin, non, je suis pas dictateur à en même temps. Pourquoi? J'ai pas du tout testé le nouveau DLC. Pas du tout. Il doit probablement être très bien, mais non, non, ça fait plusieurs mois que j'ai pas lancé le jeu. Bah là, nouveau DLC, probablement nouveau jeu. Hein.
C'est une vraie renaissance du jeu. Bah voilà, donc bah j'ai pas testé, donc... J'ai pas le temps, hélas. Hmm. Anno 117? Ah ouais? J'ai pas suivi ça. Ça se passe en 117? Ah oui, à l'époque de Trajan? À la mort de Trajan, du coup. Trajan, il meurt en 116, non? Mais en ce moment, il y a un revival des city builders de l'Antiquité. On reprend haut dans une semaine. Mais moi, j'ai déjà essayé de monter à 3K de RIO, et puis là, moi, j'ai essayé désespérément de monter à 3K de RIO. Et désespérément, je tombe que sur des groupes de Charlot. Donc, j'aurai pas mon 3K cette saison. Voilà. Après, le prochain anneau, c'est une copie du dernier. J'ai pas joué au dernier. Après, souvent, c'est des city builders auxquels et anneaux, mais toujours un peu frustrant, un peu trop rigué, un peu trop, voilà. Après, putain, il sort en novembre, il y a le temps. Hein. Il y en a un autre, là, que j'ai mis de côté, qui s'appelle, je vais vous dire comment il s'appelle. Je suis Steam en train de se mettre à jour. Que j'ai hésité à acheter. Synergie, je vais aller voir ça après. Primitive Society Simulator, c'est quoi ça? C'est un truc qu'on a dû m'offrir, ça. Des fois, on m'offre des jeux comme ça, même. Ah, attendez, comment on voit la liste des jeux mis de côté, là? Genre ma liste de souhaits, là, comment c'est? Liste de souhaits. Pax Augusta. J'ai hésité à me prendre Pax Augusta. Qui était un city builder de la Rome antique. Il y a un revival des city builders, mais c'est toujours ethnocentré. Oui, bah... Oui. Oui. Et Memoriapolis aussi. C'est pas fou, ok. Memoriapolis, non? Personne? Ok. Synergie. Ça va pas me plaire. Je pense que ça va pas me plaire. Moi, il y a un city builder que j'aime beaucoup. C'est Going Medieval. C'est genre un petit jeu à la con. Je la trouve vraiment trop bien. Satisfactory. Je regarde des potes y jouer, mais j'y joue pas. Euh... Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Going Medieval. Mais Going Medieval, c'est vraiment un jeu d'autiste, hein, désolé de le dire. Enfin, je suis pas autiste, hein. Enfin, j'ai pas encore été diagnostiqué. Mais Going Medieval, le truc de il faut gérer 50 ressources différentes, qu'il y a des saisons, que attention, quand tu récoltes du raisin, il faut le mettre dans des tonneaux, dans des zones creusées sous terre, autour desquelles tu dois mettre des blocs de glace que tu farmes en hiver, parce que sinon en été il fait trop chaud, il tourne. Je suis en mode, c'est incroyable. Le fait que les bâtiments sont tous construits sur mesure, tu construis pas des bâtiments, tu construis des murs. Je trouve ça incroyable. J'adore ce jeu. Il est tellement frustrant. Tu te prends des raids tout le temps, tu crèves tout le temps.
Going Medieval. C'est un jeu en accès anticipé. C'est un enfer. En plus, comme c'est le genre de jeu où vous êtes lancé malgré vous, voilà. Moi, à un moment, tout au début du jeu, je me suis pris une attaque. Et j'ai un de mes persos, j'ai mes deux persos, genre ils étaient que deux, ils sont morts. Un bouffé par un ours et l'autre attaqué par des soldats d'un autre pays, je sais pas quoi là. Du coup, pendant une trentaine de minutes, j'ai dû laisser le jeu tourner pour que des colons redécouvrent mon village et viennent s'installer. Et avec un, tu fais rien. Alors j'ai dû à un moment, j'ai dû bien passer 4 ou 5 heures à juste attendre d'avoir assez de colons. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il n'y a pas d'enfants. Les colons, vous ne pouvez augmenter le nombre de colons que que si jamais vous êtes découvert par d'autres colons. Il y a le mildiou. Vous pouvez choper le mildiou. Chez toi, l'énorme freeze, je pense. Je le trouve incroyable, ce jeu. Je le trouve trop bien. Je le trouve vraiment bien foutu. Il évolue en plus en termes de gameplay très régulièrement. Il est pas très cher. Voilà. J'aime beaucoup Age of Empires, Age of Mythology. Oui, après c'est des STR, c'est pas le même type de jeu. Il y a des moments c'est dur, hein. Vous êtes obligé de détruire une partie de vos récoltes pour sauver les autres. Après, le jeu est vraiment cool. C'est quand même con qu'il n'y ait aucun ou très peu de jeux de stratégie de gestion qui visent à montrer une autre façon de gérer la société. Ah bah, dans tous les jeux de gestion, le communisme est de rigueur. Vous avez remarqué ça quand même. Dans tous les jeux de gestion, le communisme est de rigueur. Dès l'instant qu'ils intègrent du capitalisme, tel que ça avait été le cas dans Stellaris à un moment, ou avec des secteurs qui peuvent décider de se mettre en concurrence, qui gèrent leur budget différemment, dans lesquels il y a de la corruption et tout, ça fout le merdier. Même si c'est la réalité du monde. Mais dans tous les jeux de City Builder, c'est le communisme qui prévaut. Les ressources sont toutes communes. Les ressources sont toutes communes. Tout le monde travaille pour pas de salaire ou le même salaire, parce que tout le monde a à peu près le même coût d'entretien. Tout le monde travaille pour le même but, c'est-à-dire la communauté. Tout le monde met les ressources en commun, et tout le monde participe à tous les projets lorsqu'il y a besoin. L'économie dirigée par une personne, c'est pas forcément le communisme. Si, c'est le communisme éclairé. Mais c'est dictatorial au niveau des décisions. Oui. C'est plutôt des théocraties avec le joueur dans le rôle de Dieu. Ouais. Ouais, mais... Ouais. Ce sont des dictatures communistes éclairées. Dans les jeux de gestion, par définition. On repart sur les coupes de cheveux. Tu ne peux pas tuer ta population et si elle est maltraitée, elle se barre. C'est le cas aussi dans Going Medieval. Si les gens sont trop malheureux, ils finissent par partir. Donc tu es obligé de les prendre en considération. Et d'ailleurs, parce que dans Going Medieval, vous devez gérer les rythmes de sommeil des personnes. C'est vous qui décidez quand est-ce qu'elles dorment, quand est-ce qu'elles travaillent. Et si vous les faites trop travailler, elles sont pas contentes, elles tombent à moitié en dépression et elles ont un bonheur faible. Et si elles ont un bonheur faible, elles finissent par partir. Genre, comment elles peuvent bosser? Elles peuvent bosser la nuit. Il y a d'ailleurs des... Dans Going Medieval, en fait, ils ont des traits de personnalité. Tout le monde a des traits de personnalité. Tous les villageois. Et il y a des villageois, par exemple, qui préfèrent travailler la nuit ou travailler tôt le matin. Parce qu'ils préfèrent se coucher tard.
Et il y en a qui préfèrent se coucher tôt, etc., etc. Avec des torches, travail au noir? Ouais, avec des torches. Non, le Going Medieval est un super jeu. C'est un jeu pour lequel il faut le temps, parce que d'ici d'avoir assez de calcaire pour avoir... Alors, en fait, il faut faire les pierres brutes, après il faut les faire tailler par un autre gars. Ensuite, il y a un autre gars qui doit les stocker, etc. Un autre gars qui doit les déplacer. Alors après, la quantité de temps que ça met pour, pour juste construire une église. Moi, je suis en train de construire une église dans ma partie. C'est long. Qu'est-ce que c'est long? Et du coup, comme c'est toi qui construis tes bâtiments, tu peux te dire, bah vas-y, je vais leur foutre 4 mètres carrés à chacun. En fait, non. En fait, ils ont aussi une notion de confort. Et donc, les joueurs, enfin les personnages, peuvent vouloir tel lit avec tel type de drap, tel mobilier, des pièces qui sont au moins de telle taille, et ou non dormir avec d'autres personnes. Donc vous êtes obligé de faire des grandes pièces ou des grandes chambres pour certains, d'autres ils s'en foutent. Et en plus de ça, ils peuvent avoir des hobbies, des rôles sociaux en dehors du travail. Genre, il y en a qui chantent, il y en a qui organisent des événements, il y en a qui font des banquets, etc. Donc ça aussi, vous devez le gérer. Après, moi, c'est un jeu comme je les adore, parce que c'est un jeu où il faut gérer 40 000 paramètres en même temps, 40 000 ressources. La quantité de ressources différentes, elle est démentielle. Il y a un wiki, déjà. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Mais déjà, le simple fait que vous pouviez faire de l'alcool, des boissons non identifiées, des bières, des autres bières, des ales et des bières, du vin, du cidre, du vinaigre, selon ce que vous mettez dans les barils, comment vous les conditionnez et à quelle température ils sont stockés et sur combien de temps. Parce qu'aussi, toutes les denrées sont périssables. Je trouve ça très intéressant. Ce genre de truc où... Ouais, ça me fait rire. Ouais, j'aime bien. Hein. J'aime bien ce genre de truc. Donc après, les trucs vous pouvez automatiser, mais les trucs vous pouvez pas. Enfin, c'est... Au départ, du coup, tu commences par faire une petite maison en bois, avec une petite extension, tu mets un lit, un petit enclos, tu mets tes vaches, puis au fur et à mesure, tu commences à faire de la pierre. Quand tu fais de la pierre, après, tu peux commencer à faire de la brique. Au départ, tu fais de la pierre brute, après, tu fais de la pierre taillée. Et à la fin, tu fais un château, quoi. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment, je vous le conseille. C'est un peu chiant de comprendre comment fonctionne la flotte. La gestion de l'eau est particulière. Souvent dans les jeux de gestion, d'ailleurs, la gestion de l'eau est particulière. Tu peux avoir combien d'habitants? Moi, je suis monté à une vingtaine d'habitants. Donc ça reste un petit village. Hein. Et du coup, ils ont des perks. Ah oui, c'est aussi vos villageois, ils apprennent. Ils apprennent, en gros, ils ont des capacités, alors je les ai sous les yeux, en termes de gestion animale, en termes d'art, en botanique, en maçonnerie, en construction, en cuisine, en intellect, en ciblage, notamment pour l'arc, etc., en médecine, en attaque de mêlée, en minage, en forge, en discours et en couture.
Et si jamais ils travaillent beaucoup sur le même truc, ils acquièrent des capacités, ce qui fait qu'ils le font plus rapidement. Mais des fois, ces capacités, comme c'est des travaux qu'ils n'aiment pas faire, et ben ils acquièrent moins d'expérience. Et ils ont plein de perks, par exemple, genre cannibale. Bah, ils gagnent des boosts de morale quand ils mangent des humains. Voilà. Ça peut arriver. Et la liste des perks, elle est démentiellement longue. Ils ont des pseudonymes, ils ont des avis, ils ont des intérêts. Ils ont plein de trucs. Alors des fois, c'est des malus. Hein. Des fois, vous retrouvez des gens, ils sont nuls à chier. Hein. Genre, ils sont mauvais, quoi. C'est pas que des bonus, hein. Ça peut être des malus. Hein. Par exemple, il y a le trait vulnérable. Bah, vulnérable, ça le rend nul. Nul à chier, quoi. Ah ouais, alors les animaux qui pilent la bouffe, c'est clairement un problème. Après, moi, l'un de mes, si jamais vous jouez au jeu, l'un de mes conseils, c'est de stocker la nourriture en souterrain. Vous créez des souterrains, vous aménagez les souterrains parce que vous avez moins d'écart de température entre l'hiver et l'été, ce qui vous permet d'avoir des pièces avec des températures constantes situées en dessous de 5 degrés, si jamais vous ramenez régulièrement des blocs de glace, ce qui permet de pouvoir stocker la nourriture à des températures beaucoup plus faibles et pouvoir limiter qui rentre, qui ne rentre pas. On en est là dans le jeu. Hein. On en est là en termes de micro-gestion. C'est pour ça que je trouve ce jeu incroyable. Voilà. Combien on peut choper de population au maximum? A priori, au-delà de 24, c'est vraiment difficile. Et donc voilà, après ça fait quelques mois que j'ai pas joué. Il y a eu des grosses mises à jour depuis. Et donc je me demande où est-ce qu'on en est en termes de mise à jour. Mais c'est un jeu que je vous conseille. Il y a des gens, ils font des trucs super beaux en plus. Sur le wiki, vous avez des gens, ils font des églises de zinzin, ils font des machins, ils font des trucs, c'est incroyable. Ils ont une roadmap d'ailleurs. Actuellement, nous sommes quand? Ils veulent intégrer le workshop, putain, pour que les gens puissent faire leurs propres assets. Incroyable. Faut que je regarde le patch note, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le patch note. C'est quoi que vous appelez DF? Pour moi, vraiment, mon jeu de référence de ce genre de jeu, c'est comme Farthest Frontier ou ce genre de jeu, ou Manor Lord, etc. C'est Outdoor Fortress. C'est Banished. Banished comme jeu. Qui est incroyable d'ailleurs. Mais pareil, il y a les arbres, ils poussent. Les arbres, ils poussent dans le jeu. Donc en fait, les arbres, ils ont un âge. Donc si vous la battez à tel âge ou tel âge, vous récupérez plutôt des troncs ou des bâtons.
Donc voilà, il y a des notions de bras zéro, machin. La gestion de la température est assez difficile. La gestion de la luminosité et de la température. Bah, le fait que c'est vraiment ça, c'est qui m'a séduit dans le jeu, c'est le fait qu'il faille gérer la température. Je trouve ça juste trop bien. Donc ouais, bah franchement, en tout cas, intéressez-vous-y. C'est le genre de jeu, je pourrais même pas le streamer parce qu'en fait, vous vous rendez compte, j'ai une map hein, sur Going Medieval. Je suis à 122 heures. 122 heures de jeu sur la même map. Vous vous rendez compte quand même? C'est beaucoup, hein? Après, le jeu est très très bien noté sur Steam. Le let's play est un peu long. Ouais, bah ouais. Oui. Après, les trucs que j'ai pas très bien compris, il y a des trucs où t'es censé discuter avec des autres gens. T'as d'autres clans et tout, etc. Une partie te suffit à faire le tour de jeu, oui. Ça, mais par contre, ça va être incroyable si on peut intégrer les modes. Hein. Bref, ouais, je vous conseille ce jeu est vraiment très bien. Voilà, je sais que en ce moment tout le monde est hypé pour d'autres jeux, mais après moi je suis pas les très grands jeux, j'avoue. Moi ma vie c'est World of Warcraft, les jeux Paradox et un ou deux city builders de temps en temps. C'est ce qu'a fait Stellaris aussi. Hein. Stellaris ils ont fait en fait tu peux avoir plein de façons de faire différentes, plein d'embranchements, plein de trucs, ouais. Il y a un truc qui est fascinant, c'est dans Going Medieval. Je sais pas si c'est encore comme ça, c'est pour faire des points de recherche, vous êtes obligé d'écrire des livres. Pour ça, vous avez besoin de quelqu'un qui écrit des livres. Donc déjà, il faut confectionner les livres, il faut écrire les livres. Et les livres, en fait, ça fait des points de recherche. Sauf que régulièrement, vous vous faites raider, voire des fois, il y a des incendies. Et si vos livres crament, ou si votre bibliothèque se casse et que vos livres tombent par terre et qu'ils pourrissent, qu'ils se détériorent, vous perdez vos points de recherche. Donc on régresse pas, mais donc il faut déjà recréer tous les plans de recherche. No Man's Sky, ah oui, c'est un vieux jeu, No Man's Sky, c'est un vieux jeu. J'ai joué à l'époque, No Man's Sky. Moi, un jeu, sinon, si je devais faire un non City Builder, je ferais Inzoi. Ça m'intéresserait de jouer à Inzoi. Euh, J'ai vu les images, ça a l'air d'être assez intéressant, voilà.
Ah ouais, ils sont rajoutés. Nous, c'est vrai que ça me paraissait, le monde me paraissait vide à l'époque. Moi, si jamais j'avais vraiment tout le setup, je serais plutôt Elite Dangerous, j'ai joué un peu à l'époque. Enfin bon. Je vais vous laisser, je pense que je vais aller faire à bouffer. J'ai encore beaucoup de boulot. Le soleil va se coucher. Je vais passer la nuit à faire du montage encore. Et j'ai beaucoup de... Comment dire... De VOD. J'ai 2-3 VOD de streamers à regarder pour avancer dans ma vidéo. Donc je vais vous laisser. Écoutez, je vais vous laisser. Je verrai des billes du fou MDR. Hop. Je sens que j'en train de jouer à Among Us. Je vais aller bosser. Voilà. C'était